Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler effectivement des contraintes suite à l'élaboration d'un matériau frité sur un substrat. Et puis, on va regarder l'effet sur la microstructure et sur l'élasticité. Et puis, on va parler un peu de nanotomographie. Donc, il y a pas mal de collègues impliqués, pas mal à Péprime, à Toulouse, à La Rochelle aussi d'ailleurs. Et puis, il y a eu des Anglais qui ont travaillé un peu avec nous. Et puis aussi on fait des expériences à Stanford, à SSRL, qui est un synchrotron à Stanford. Enfin, je reviendrai là-dessus. Et les travaux que je vais vous présenter, c'est parti de deux thèses, en fait. Alors voilà, j'espère que je ne vais pas être trop long. Le contexte, donc, c'est l'électronique de puissance et les modules de puissance dans l'électronique, donc, qui sont présents maintenant partout, dans les véhicules, dans les avions, etc. Et depuis quelques années maintenant, on n'a plus le droit d'utiliser des alliages à base de plomb pour faire du report de puces dans les systèmes. Et en plus, il y a des nouvelles puces qui sont en train d'arriver. Donc les puces carbure de silicium remplacent les puces silicium, qui permettent un gain de puissance et de performance du système au détriment d'une température d'utilisation beaucoup plus élevée, enfin une température de fonctionnement plus élevée. En gros, ça double donc on doit tenir maintenant, alors qu'avant on devait tenir 120 avec quelques pointes un peu supérieures, 120 degrés Celsius, pardon, il faut tenir au moins 200-250 degrés, voire des pics supérieurs en température. Donc il faut réévaluer pas mal de propriétés de matériaux, dont le matériau de report, tout en gardant des choses évidemment qui sont primordiales pour ces systèmes. Alors en termes d'élaboration, on ne veut pas trop dépasser 250 degrés, on veut évidemment une bonne conductivité électrique et thermique, une bonne stabilité microstructurale en fonction de la température et du temps, et puis une bonne tenue mécanique dans le temps, notamment l'adhésion avec un substrat. Alors ici, je vous ai mis quelques matériaux qui ont servi ou qui sont en tout cas étudiés actuellement. Donc ça, c'est les alliages de plomb pour référence. Ce qui a été très utilisé, c'est le SAC par exemple 305, donc c'est argent étain cuivre, bon, qui est relativement proche de cet alliage-là, avec des performances finalement en termes de conductivité, de conductivité de température de fusion pas et excellente. Et puis si on passe de l'autre côté du spectre, on prend les matériaux purs tels que le cuivre et l'argent. Donc l'argent est le meilleur conducteur thermique et électrique, avec une température de fusion très élevée, ce qui permettra d'effectivement supporter des températures élevées. Donc on va regarder, enfin il y a beaucoup de gens maintenant qui regardent ça, l'argent pour matériaux de report de puce. Alors, pour le report de puce, techniquement, on fabrique des pâtes, enfin on reçoit des pâtes, mais on fabrique rien à Péprime, mais on les reçoit. Donc on a fait le choix, nous, des pâtes d'argent. Donc c'est un mélange de poudre d'argent pour la nôtre de 3 à 4 microns de diamètre en moyenne. Il y a aussi des pâtes nanométriques, mais bon, moi je ne regarde pas particulièrement, pour l'instant en tout cas. Et puis tout ça c'est mélangé avec des solvants. Ça nous donne donc une pâte qu'on vient lithographier sur un substrat. Et puis j'évapore les solvants, soit en température, soit sous vide. Et puis je viens poser ma puce par-dessus et je frite tout ça à des températures donc relativement proches de 250 degrés max. Donc nous, dans notre cas, on est à 240 et 10 MPa. On obtient un matériau frité dont vous avez une micrographie ici. Donc on voit que c'est relativement bien poreux. Cela dit, c'est relativement homogène. Il n'y a plus de solvant piégé dans les pores. Tout ça, on l'a vérifié. Et l'idée, c'est de savoir, ok, on a ce matériau-là, mais en fonction de la densité, donc si j'appuie plus ou moins, si je chauffe plus ou moins, quelles sont les propriétés thermiques et mécaniques? Nous, on se focalise surtout sur les propriétés mécaniques. Alors, on va regarder les propriétés, notamment en élasticité, avec une méthode dynamique résonante, DRM, qui est disponible à P', qui est basée sur une mesure du module par la mesure pardon, de la fréquence de résonance d'une poutre en flexion. Donc on peut fonctionner de la température ambiante jusqu'à peu près 1000 degrés, et la sollicitation est électrostatique, c'est-à-dire qu'il y a zéro contact. Alors ici, vous avez un exemple de tête de mesure. Vous avez l'échantillon qui est situé ici, qui est bloqué par deux fils qui sont placés à des nœuds de vibration. Et quand je mets tout ça dans le système, je repère la fréquence de résonance, enfin je mesure la fréquence de résonance. Si je connais la densité du matériau et les dimensions du matériau, je peux remonter au module d'élasticité. Alors je peux le faire aussi pour un matériau plus mince, donc typiquement le joint frité. Dans ce cas-là, il faut que je mesure le couple joint, donc film substrat. Donc j'ai une première mesure d'une fréquence de résonance composite,
Puis après polissage doux et un petit peu de technique, on fait une deuxième mesure juste du substrat seul. On obtient donc la fréquence de résonance du substrat seul. Et la variation de fréquence entre l'état 1 avec le film et l'état 2 sans le film me permet de remonter au module Young du film, si tant est qu'on connaît bien les rapports d'épaisseur film-substrat et la densité évidemment de tous les matériaux. Alors, la principale difficulté là-dedans pour nous, c'est la détermination de la densité quand c'est un matériau notamment en film mince. Alors, pour faire les échantillons, donc je vous ai dit, on lithographie un film d'argent sur un substrat, on vient évaporer les solvants, et puis ce qu'on a développé nous, c'est une technique qui nous permet d'obtenir des échantillons d'épaisseur variable. On peut même faire un échantillon d'argent pur, c'est-à-dire par couche, par empilement de couches, et dans ce cas-là, on fait l'évaporation des solvants sans température, parce qu'on ne veut pas que les couches aient vu du vieillissement prématuré, si jamais on doit exposer le matériau à des essais de vieillissement. Donc, voici le genre d'échantillon qu'on obtient. On peut obtenir donc des massifs de 5 à 600 microns d'épais avec les dimensions latérales ici. Donc, c'est des échantillons qui sont relativement gros. On peut très facilement mesurer la masse volumique de ces matériaux en les mesurant simplement. Et puis, on peut aussi corréler ça à de l'analyse d'image. Et quand on a des joints frités qui font eux que 60 microns à peu près d'épais, on fait la densité que par l'analyse d'image. C'est beaucoup plus précis. Alors comment on fait? Ben, on a fait une courbe de calibration entre la fraction surfacique de pore qu'on a calibrée donc d'un point de vue image sur la densité des massifs, et comme ça, dès que j'ai une surface avec une fraction volumique de pore bien connue, je peux directement corréler ça à la densité. Donc quelle que soit la géométrie de l'échantillon. Alors là, les résultats pour les modules Young, si je prends à gauche ici, ce sont les massifs frités. On voit qu'il y a une évolution en fonction de la fraction volumique de pore ici, qui suit très bien une loi d'évolution classique, donc des travaux qui ont été publiés il y a quelques temps. Et donc on voit qu'évidemment, plus le matériau est poreux, moins sa rigidité est importante. Et si je fais les mêmes choses avec les joints frités, eh ben, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a une déviation assez flagrante entre les massifs qui sont donc la courbe linéaire ici, et puis les points qu'on a obtenus sur les couches minces. Donc là, on s'est posé quelques questions, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de relaxer les comptes. Enfin, on a recuit les systèmes, les deux systèmes, pour voir un petit peu ce qui se passait, pour essayer de voir comment le matériau réagissait en termes de module Young. Et ce qu'on voit, c'est que pour le massif, après un recuit, donc c'est 200 degrés, pardon, 4 heures sous vide, ben on voit qu'il y a une toute petite variation qui est relativement minime pour le massif, alors qu'elle est assez massive pour le joint. Euh, alors, et une fois qu'on a fait ça, on a beau refaire du vide, on a recommencé, refaire du recuit, pardon, 200 degrés, pardon, 4 heures, et en fait, ça n'évolue plus. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est que les joints frités rattrapent la courbe du massif dès qu'on a effectivement vieilli, et une fois que c'est vieilli un certain temps, bah, ça bouge absolument plus. Et donc, c'est bien une fonction, c'est plus une fonction de la géométrie, ça n'est plus qu'une fonction de la densité. Alors si on regarde les évolutions en vieillissement, ce qu'on voit, c'est que là ici c'est du juste frité, là c'est du vieilli. On voit clairement qu'il y a une évolution assez massive des pores. Donc ça, c'est pas trop en accord, l'évolution de la microstructure qu'on voit, avec le non modification du module du massif. Par contre, on voit complètement que ça pourrait être en accord avec l'évolution du module du joint. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'évolution de la densité. C'est-à-dire que si on quantifie la densité du matériau frité et du matériau vieilli, ben en fait, il n'y a pas de variation de densité. Donc ça, du coup, c'est pas en accord du tout avec le fait qu'il y ait une évolution importante du joint, parce que si on a une densité égale, on ne devrait pas avoir une variation du module Young. Par contre, c'est complètement d'accord avec le fait que le massif, lui, ne bouge pas. Alors, ce que j'ai pas dit jusqu'à maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'ADRM était une méthode extrêmement sensible aux contraintes qui sont dans le matériau. Et l'analogie facile, c'est l'accordage d'un instrument à cordes. Plus vous mettez en tension votre corde, plus quand vous grattez la corde de la guitare, par exemple ici, plus la fréquence va être élevée. Donc ça a été effectivement mis en œuvre avec un modèle analytique ici. Alors, on a deux sources de contraintes dans nos matériaux. On a les contraintes d'élaboration dues au fritage, qui sont dans le massif et pour le joint.
Alors, on a mesuré les contraintes par le décalage en fréquence de l'ordre de 1 MPa, on va dire en moyenne, donc ça dépend de la densité, donc c'est extrêmement négligeable. Et puis, les contraintes, par contre, thermiques, hein, j'ai oublié thermique ici, bah, elles ne sont que dans le joint, parce qu'il n'y a pas de substrat, et elles, on les a observées en fonction de la densité, entre -23 et -41 MPa. Si je remets ça sur un graphique, donc ici vous avez la limite d'élasticité du matériau en fonction de la température, donc on a température ambiante et 125 degrés ici. On a les contraintes estimées en pointillés, les contraintes thermiques estimées en pointillés ici, et puis les contraintes qu'on a mesurées nous avec la méthode. Ben, on voit que pour les températures qu'on a vues ici, on n'a pas de, on a tout le temps des contraintes d'élaboration, enfin thermique et d'élaboration qui sont supérieures à la limite d'élasticité, et on a affaire à un matériau qui est extrêmement viscoélastique, donc dès qu'on le met en température, en fait, on va relaxer ces contraintes, et puis une fois qu'elles sont relaxées, évidemment, il n'y a plus d'évolution possible, c'est pour ça que le module Young ne joue plus, ne bouge plus. Donc voilà, j'arrive à peu près à la moitié du temps pour ça. Donc l'idée, c'est qu'on a une bonne corrélation entre élasticité et densité, et on a mis en évidence une relaxation rapide des contraintes thermiques, notamment dans le système cuivre-argent. Et l'idée, c'est d'essayer de voir comment les propriétés pourraient évoluer effectivement en fonction du vieillissement, et surtout l'effet de l'interface, mais d'un point de vue vraiment microstructure, et quantifier éventuellement la présence, enfin si possible, la présence du substrat. Et donc pour ça, il faut une évaluation fine de l'évolution de la microstructure au cours du vieillissement thermique et pas juste comment dire, une étape intermédiaire telle qu'on a vu tout à l'heure, ce que je vous ai présenté en 2D. Alors le problème de la 2D, c'est que d'abord on n'a qu'une image de surface. Alors on voit que les pores au départ font 80 nanomètres ici, je vous ai pas montré les courbes, mais ça fait 80 nanomètres à peu près de rayon. Ici, après vieillissement, ils sont passés à 150 nanomètres. Le problème, c'est que j'ai pas la distribution spatiale, j'ai pas d'idée de la géométrie, je connais pas la connectivité, je suis pas bien sûr d'avoir bien capté toute l'évolution en fonction du vieillissement, donc pour ça, je vais faire de la 3D, et comme c'est nanoporeux, il faut de la haute résolution. Alors on avait fait une première tentative juste avec un couteau diamant dans un MEB, où on vient avec une très bonne résolution, à 37,5 nanomètres par pixel, couper tous les 75 mm, on vient enlever une couche de matériau, faire une photo et reconstruire le volume 3D. Donc ça c'était fait avec les collègues de Manchester. Et voilà, alors tout tourne pas, sinon mon ordinateur plante. Mais en gros, ce qu'on voit, donc la matière fritée, elle est ici. Donc il y a une grosse partie des pores qui sont connectés, une partie des pores qui sont isolés. Et puis quand ça vieillit, ben, on voit que la partie connectivité devient un peu plus massive et assez grossière. Et c'est un peu moins vrai pour les petits pores ici. Donc ça, c'était en 2D. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand on est en 3D, par exemple, dans un volume ici, on voit 13 pores, alors qu'en surface, on en voyait 92, donc ça fausse un petit peu les résultats, si je prends juste une coupe à travers ce truc-là. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on capte tout à fait bien le rayon, ou diamètre moyen, pardon, des échantillons, puisqu'on est de l'ordre de 100 à 200 nanomètres en moyenne, donc par contre, la méthode est bien performante. Alors le problème, c'est que ça, c'est du 3D destructif, donc on a la connectivité, le volume, la spéricité, mais on ne peut pas comparer un état à l'autre. Et pour ça, du coup, on a fait de la nanotomographie in situ. Donc le nanotomographe qu'on a utilisé, c'est la ligne 6.2C à SSRL, donc qui est localisée à Stanford. Donc ici, vous avez votre source de lumière. On vient focaliser la lumière sur l'échantillon qui se situe ici. Puis après, alors on va faire tourner l'échantillon évidemment de 0 à 180 degrés et on va venir collecter chaque radio sur le scintillateur, enfin sur la caméra 6CD, pardon, ici, et donc pouvoir reconstruire notre volume 3D. Alors ça, c'était bien, mais c'était pas suffisant. On leur a demandé de développer un four in situ. Donc voici ici le four qui est remonté. Donc les rayons X arrivent ici, l'échantillon est ici. Et puis quand on travaille, ben, on baisse le four directement sur l'échantillon. Ici, vous voyez, il y a une fenêtre qui laisse passer les rayons X. Et donc on peut travailler en in situ directement à la résolution qui nous intéresse, c'est-à-dire 35 nanomètres par pixel. Donc on est au même niveau que le MEB quand on travaille là ici à 9 keV pour cette ligne-là. Bon, un scan, ça dure 7 à 9 minutes, donc c'est relativement long, mais d'un autre côté, on a quand même une excellente résolution. Et puis nous, les phénomènes qu'on va observer, c'est des phénomènes certainement de diffusion, ça va être relativement lent aux températures auxquelles on travaille, donc c'est pas trop un problème.
On a un grand champ de vision, mais les échantillons ne peuvent pas tellement dépasser à cause du cuivre et de l'argent qui sont des matériaux lourds. On ne peut pas tellement dépasser 10 microns au total. Donc on a fait le choix de faire des échantillons à peu près de 4 microns de rayon pour l'argent. Et le four, il peut monter jusqu'à 600 degrés avec une température de rampe relativement élevée. Et on a fait des vieillissements entre 200 et 350 degrés pour essayer de caractériser vraiment ce qu'on pouvait voir dans une durée qui est quand même relativement courte. Mais quand on fait les manips, on n'a pas trop le choix là pour le coup. Donc c'est à peu près 400 minutes. Alors on a deux morphologies d'échantillons. Donc ça c'est un échantillon typique, donc qui a été obtenu par FIB. Donc il a été frité à 240 MPa, à 240 degrés Celsius pardon, sous 10 MPa pendant 3 minutes. Donc c'est exactement les mêmes échantillons que ceux qu'on a testés en module d'élasticité. Et puis on a fait pour certains un dépôt de cuivre autour électrolytique. Donc ici on voit l'argent pur, ça c'est une vue de dessus. Et puis ici on voit qu'on a fait un dépôt de cuivre autour. De façon à essayer de simuler le plus proche possible un système, on va dire, réaliste. Même si évidemment le système vrai, il est plan, nous on a un cylindre. Alors pour quand même rester dans quelque chose de relativement réaliste, on a fait une estimation, avant de faire nos échantillons, de la contrainte que va subir le pilier d'argent dans le cylindre pour essayer de se caler au plus près du système plan. Donc ici, vous avez les contraintes qu'on a estimées par les effets de dilatation thermique en système plan par rapport aux températures de vieillissement. Et en faisant bien nos devoirs, eh ben, on a trouvé que si on met 1 micron de cuivre par-dessus nos échantillons de 4 microns de rayon d'argent, on aura un système qui est effectivement relativement proche du système réel. Bon, aux incertitudes près, on peut être relativement content. Donc notre système cylindrique, en tout cas l'argent, voit le même niveau de contrainte que si on est plan. Alors, à quoi ça ressemble l'échantillon? Donc, les échantillons, déjà, ils sont tous issus du même barreau, donc ils ont tous une densité analogue, à peu près de 9 grammes par centimètre cube. Donc, pour mémoire, l'argent, c'est 10,5 grammes par centimètre cube. Et puis, on voit ici, vous avez la densité à deux températures d'essai en fonction du temps, à 200 degrés et à 350 degrés. Ce qu'on voit, c'est que ce soit pour les échantillons qui sont revêtus avec du cuivre ou pas, la densité reste constante. Donc, il n'y a pas de fritage naturel. Le matériau ne frite plus. En fait, il est très stable en vieillissement, en tout cas dans le temps qu'on a regardé nous. Si on regarde la distribution des pores, ce qu'on voit, donc ici vous avez le pilier entier. Ici on catégorise deux groupes de pores. On voit les petits pores, donc des pores isolés, donc que j'ai appelé SP ici, qui représentent 99% du nombre de pores, et leur diamètre équivalent, bon, on a mis un seuil, à peu près à 0,8 microns, sachant que l'essentiel est relativement centré autour de 100 nanomètres. Donc voilà, on est bien. Et puis ici, on a donc là c'est un exemple où il y a un seul grand pore, qui lui représente 80% du volume, mais il est vraiment très gros par rapport aux autres, et un diamètre équivalent de 7,2 microns dans ce cas-là. Donc ça, c'est des choses qu'on avait vues déjà en 2D, mais c'est vrai qu'on les avait pas quantifiées avec les Anglais. Mais bon, il y a d'autres auteurs qui l'ont vu aussi. Enfin, c'est assez classique dans ces matériaux-là. Voilà. Ici, je vous montre une évolution qualitative du pilier au cours du vieillissement. Donc là, c'est un pilier qui est revêtu de cuivre. Alors, on a enlevé le cuivre, hein, il n'est pas visible là-dessus. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser à chaque fois, c'est que je vous montre les pores. L'argent est rendu transparent aussi. En fait, le matériau est transparent. Tous les matériaux, on ne voit que les pores. Donc ici, on voit l'évolution du groupe de petits pores. Et puis ici, du groupe de grands pores. Donc dans cet échantillon-là, il y en avait trois. Trois grands ports. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un nombre de ports, de petits ports qui semble diminuer, puis on voit une croissance des grands ports. Donc ça nous fait penser à un mécanisme de mûrissement d'Oswald, donc qui est un mécanisme classique de mûrissement de précipité dans les systèmes où les grands viennent manger les petits. Avec ici, donc c'est suivant cette formule-là, donc R cube en gros est égal à KT. Donc c'est quelque chose qui est thermiquement activé et qui avait déjà été reporté comme un mécanisme qui permettait bien d'expliquer ce qui se passait dans deux études précédentes. Alors, si je regarde un petit peu l'évolution moyenne de toute ma porosité, ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, j'ai des échantillons assez différents s'ils sont revêtus cuivre ou pas cuivre. Donc pour les échantillons
Donc je vais à argent pur. On voit que le comportement est très linéaire. Donc ici, c'est l'évolution du volume en fonction du temps. Linéaire pour l'argent pur, alors qu'en fait, il est linéaire, entre guillemets, mais en fait, il présente une rupture T critique, à un certain temps T critique pour les échantillons qui sont revêtus cuivre. Alors, sauf pour 200 degrés, où quand on est revêtu cuivre, ici, effectivement, on ne voit pas de rupture de pente. Hop, pardon. Donc ce qu'on voit, c'est que la température augmente, le temps critique diminue, donc c'est un mécanisme qui est thermiquement activé. Et si je fais une approche en log de temps critique par rapport à l'inverse du temps ici, donc assez classique, ben on voit effectivement que pour 200 degrés, on prévoirait 450 ou 380 minutes pour voir le temps critique. Et ici, on s'est arrêté à 300, 320. Donc du coup, forcément, on ne peut pas le voir. Alors on ne sait pas si on le verrait en vrai, mais en tout cas, on n'a pas réussi à faire des expériences. Et puis, ben, avec le Covid, évidemment, on n'a pas pu aller aux États-Unis vérifier tout ça. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'évidemment, plus la température augmente, plus la vitesse d'évolution est grande. Donc c'est vraiment penser à de la diffusion. Si on regarde le nombre de pores, l'évolution du nombre de pores, ben, dans le matériau argent pur, lui, effectivement, ça diminue tout le temps. Alors que dans le matériau qui a du cuivre, on a d'abord une diminution, puis une réaugmentation au bout d'un certain temps critique. Alors si je regarde en détail très très rapidement, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps, l'évolution des deux populations de porcs, en gros les petits porcs, ce qu'on voit, c'est ici vous avez des images qui sont prises à différents instants du même cluster à chaque fois, et ici vous avez un espèce de petit film, une animation entre guillemets de ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des porcs qui vont interagir, les petits porcs vont interagir les uns avec les autres, puis se recouper, puis se recombiner, se recouper. Bref, en moyenne, leur volume augmente pas, en tout cas pas sur le temps qu'on a observé ici. Donc les petits porcs, leur volume reste assez constant dans le temps. En revanche, pour les gros porcs, alors eux, on voit que l'évolution suit parfaitement l'évolution moyenne qu'on avait regardée tout à l'heure, que ce soit pour l'argent pur ou l'argent revêtu, dans lequel on voit absolument ce temps critique apparaître à nouveau. Donc en gros, l'évolution moyenne est pilotée par les quelques grands porcs. Alors, la question qui se pose sur les évolutions, c'est premièrement l'évolution de la fraction volumique de précipité. Alors, dans les littératures, c'est pas très très clair. Alors, il y a pléthore analyse sur Oswald, mais a priori, en tout cas pour nous, c'est pas un critère parce qu'on a une fraction qui est constante et la même dans tous les échantillons. Donc ça, c'est pas quelque chose qui joue. Par contre, ce qui a été montré dans la littérature, c'est un effet éventuellement des contraintes élastiques. Enfin, ça a été mis en évidence sans être vraiment montré. Clairement. En tout cas, c'était du misfit pour des précipités. Alors nous, évidemment, dans le matériau poreux, on n'a pas de précipité, mais donc ça peut pas être du misfit, mais par contre, on a des contraintes thermiques. Alors effectivement, plus la température est élevée, plus l'accélération par rapport au cas nu, donc là en bleu vous avez nu, et là vous avez en rouge le revêtu, ici c'est toujours l'évolution du volume en fonction du temps de vieillissement, plus la température est élevée, plus l'accélération est grande, donc on doute bien qu'il doit y avoir un effet de contrainte thermique. Alors, si c'est thermiquement activé, c'est donc de la diffusion, et le potentiel chimique des lacunes, ça a été montré par Srolovitz, il dépend de la densité d'énergie élastique ici, et de l'énergie de surface, essentiellement. Et si je prends le premier cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a une baisse de la sphéricité qui est concomitante à une augmentation, enfin une croissance des pores, du grand pore en tout cas là, ce qui va à la fois avec le fait que effectivement c'est dirigé surtout par l'énergie élastique, parce que si c'était l'énergie de surface qui pilotait, on aurait plutôt un gain en sphéricité, le système chercherait à être plutôt sphérique pour réduire son énergie de surface. Donc là du coup c'est plutôt l'énergie élastique qui doit piloter effectivement l'accélération d'Oswald. En revanche, ce qui a été montré aussi, c'est que les contraintes favorisent la rugosité de surface. Donc nous, c'est des contraintes thermiques, donc ça a été montré. Donc si vous avez un bout d'un gros échantillon, et quand on a des rugosités de surface, dans le temps, au bout d'un moment, on aimerait bien que ce soit effectivement l'énergie de surface qui vienne reprendre un peu le pas. Donc là, on voit que c'est ce qui arrive. La sphéricité réaugmente quand la taille du grand pore, port massif, vient à diminuer. Si je regarde enfin par rapport au nombre de pores, pour savoir pourquoi on a ce nombre de pores ici qui réaugmente, il y a eu des expériences qui avaient été faites sur de l'alumine il y a quelques temps, c'est que la rugosité de surface de cylindre,
Quand je les maintiens en température, ça favorise la séparation. Et donc, du coup, ça pourrait expliquer le fait que nous, on voit en même temps que le pore ici diminue, bah, c'est concomitant avec un nombre de pores qui augmente. Donc, ça va bien dans l'esprit de ce pore-là qui est en train de se recouper en petits morceaux. Donc voilà pour finir quasiment. On a ici donc, on a vu dans les évolutions une compétition des ports qui sont dans le système avec le cuivre. Donc comme le cas, enfin c'est comme dans le cas réel. On voit qu'on a une compétition entre contraintes thermiques qui provoquent la croissance et donc un mûrissement d'Oswald accéléré. Et petit à petit, on sait grâce aux études qu'on avait faites en élasticité tout à l'heure, je vous l'ai montré, bah, c'est qu'on a une relaxation rapide des contraintes au cours du temps, ce qui permettrait d'expliquer ce temps critique. Donc voici le schéma. Hop, pardon, voilà, j'ai fini. Voici le schéma. Donc ici, en fait, au début, on aurait une évolution qui serait pilotée essentiellement par l'énergie effective, enfin par les contraintes. Puis, une fois qu'elles passent en dessous d'un niveau seuil, on ne sait pas bien si elles sont à zéro évidemment à ce moment-là, mais en tout cas, il y a un niveau seuil où c'est l'énergie de surface qui reprendrait le relais. Voilà, donc très rapidement, donc on a des échantillons d'argent frité pur ou avec un interface, et on a montré ici deux moyens d'avoir une signature de la relaxation des contraintes, donc essentiellement thermique dans notre cas, et par DRM, donc grâce à l'évolution du module apparent, pardon, soit par rapport à l'évolution des pores. Et puis globalement, ce qu'on montre là, c'est que c'est les grands pores qui gouvernent les évolutions de ce matériau, et idéalement, il faudrait arriver à trouver un moyen de faire un matériau le plus homogène possible, et si possible avec des tout petits pores. Voilà, je vous remercie pour votre attention.